Il y a 60 ans, la mer d'Aral constituait le quatrième plus grand lac du monde, situé dans le désert entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan. Sa superficie atteignait plus de 2 fois celle de la Belgique, soit 66 000 km². Mais aujourd'hui, il ne possède plus qu'une superficie de surface de 3 300 km². En moins de 40 ans, le volume d'eau est passé de 1060 km3 à 175 km3. Tandis que le niveau de l'eau, qui, en 1960, était de 53 mètres, est tombé à 38,2 mètres en 1998. Un tiers de ce qui était autrefois couvert d'eau et présentait une très grande biodiversité est aujourd'hui réduit à la sécheresse. La mer Aral a été remplacée par le désert Aral. La plupart des espèces ont disparu, symbole de plusieurs catastrophes écologiques, sociales, sanitaires et agricoles. Une des particularités de la mer d'Aral est qu'il s'agit d'un bassin endoréique. Mais qu'est-ce qu'un bassin endoréique ? Le terme endoréisme vient du grec et se découpe en deux parties, réen, coulé, et endo, dedans. Mot à mot, cela signifie qu'une étendue d'eau endoréique ne coule pas dans une autre, par exemple la mer, mais que l'eau est piégée dans ce même bassin dit clos. En effet, on appelle bassin endoréique un lac qui ne présente pas d'écoulement de surface ou souterrain important. Le terme système endoréique qualifie une masse d'eau, un bassin, une lagune ou un lac qui n'a pas de relation directe avec la mer ou l'océan. Il ne nécessite aucun drainage vers ses autres sources d'eau naturelles. On parle même de système de drainage interne et de bassins terminaux. Ainsi, dans un bassin endoréique, les pluies et précipitations qui permettent de faire croître le niveau de l'eau ne peuvent le quitter principalement autrement que par évaporation ou infiltration. Ce phénomène contribue à augmenter la salinité de tels bassins, ce qui nuit à la biodiversité le peuplant. On retrouve généralement les bassins versants endoréiques dans les déserts chauds, mais en théorie, un bassin endoréique peut se produire dans tout type de climat. C'est l'exemple de la mer Aral, dont la zone possède un climat extrêmement variable, allant de moins 40 degrés en hiver à plus 50 en été. Le bassin endoréique peut présenter plusieurs évolutions. La première est en adéquation avec le fait que l'on retrouve les bassins dans les déserts chauds et secs. A l'inverse, dans les zones à forte précipitation, on en retrouve assez peu. La raison à cela est simple. Dans des zones à forte précipitation, l'eau s'accumule dans le bassin, ne pouvant pas se déverser dans la mer. La zone de dépression formée par le bassin est entourée de collines et voit son niveau d'eau s'élever jusqu'à atteindre le point le plus bas de ces collines. À ce moment-là, une gorge est créée et peut évoluer en rivière. L'eau peut alors se déverser et le niveau de l'eau du lac se voit réduit jusqu'à un point d'équilibre. Alors, le bassin devient connecté à d'autres étendues et atteint la mer. Lorsque cela se produit, on ne peut plus le qualifier d'endoréique. Une autre voie d'évolution de bassin endoréique est le cas où l'évaporation devient supérieure à l'apport d'eau par précipitation. Dans ce cas-là, la salinité augmente et le lac disparaît alors peu à peu pour devenir un marais salant. Revenons à l'exemple du lac d'Aral. L'histoire de cette catastrophe écologique réside dans l'activité humaine et ses excès. En effet, en 1960, la guerre froide mine le monde et les contrées soviétiques se lancent dans une guerre agro-industrielle, bien moins célèbre que la guerre spatiale et pourtant bien plus dévastatrice pour l'environnement. À l'époque, l'URSS est à la tête de plusieurs pays d'Asie centrale et contrôle donc les terres qui entourent la mer Aral. Il s'attelle alors à la transformation des vastes steppes du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan. L'objectif est de mettre en place un système de culture intensive de champs, de coton et de blé. D'immenses digues et canaux furent alors construits dans la région pour permettre d'irriguer les parcelles nouvellement agricoles et rendre l'agriculture possible dans une région au climat estival extrêmement sec. D'un point de vue agricole, l'idée fonctionne à merveille. Les steppes arides sont rapidement remplacées par de nombreuses cultures permettant à l'Ouzbékistan de devenir l'un des premiers exportateurs de coton de la planète. Encore aujourd'hui, la situation de la mer d'Aral dépend d'enjeux politiques dus à l'économie qu'une telle agriculture représente pour le pays. Ainsi, l'eau des deux fleuves affluents de la mer Aral, Sirdaria et Amoudaria, a été détournée, causant peu à peu l'assèchement du lac. À hauteur de 20 à 60 km3 d'eau par an, la mer Aral a perdu 9 dixièmes de sa superficie. À cet assèchement s'est associée une augmentation de la salinité, passant de 10 grammes par litre en 1960 à 48 grammes par litre en 1998. Les cultures de coton et de blé, certes, prospéraient tout comme les pays cultivateurs, mais la faune et la flore de la mer d'Aral a peu à peu disparu. Au même moment, dans les cultures, engrais et pesticides sont ajoutés en masse et de façon déraisonnée dans les champs. L'association du sel et des intrants dans des quantités démesurées ont conduit par ailleurs à la disparition de 20 espèces endémiques inexistantes sur le reste de la planète. Suite à l'assèchement, le désert salé s'est étendu et cause chaque année le déplacement de 75 millions de tonnes de sable qui se répandent dans les terres alentours et rendent toxiques les fruits et légumes. Enfin, les nappes phréatiques associées à l'agroécosystème de la mer Aral et des cultures ont également été touchées par la pollution saline, allant même jusqu'à rendre leur utilisation impossible. En effet, le taux de salinité de ces eaux pouvant atteindre 15 grammes par litre alors que seulement 4 grammes par litre sont traitables. Ainsi, la dégradation de l'agroécosystème considéré, c'est-à-dire le lac Aral et les cultures ayant conduit à son assèchement, s'est faite sur différents aspects. Premièrement, la composition de l'eau dont la salinité a été considérablement modifiée jusqu'en 1998, jusqu'à 48,1 g par litre. La biodiversité du lac a presque totalement disparu, tout comme celle du désert.
Quant au sol, sa composition a été modifiée de façon considérable, avec un taux de salinité et une concentration en engrais, pesticides et produits phytosanitaires bien trop importants, rendant toxiques les produits de culture et infertiles les sols, sauf pour de très rares parcelles. Les nappes phréatiques ont été polluées, rendant leur utilisation impossible. En plus de cette dégradation environnementale, une dégradation sociale a été engendrée. L'activité de pêche sur cet agroécosystème permettait aux populations alentours de vivre. Ainsi, la zone a été désertée par une grande partie de sa population trop précaire. En effet, en 1950, plusieurs centaines de milliers de tonnes de poissons étaient pêchées annuellement face à seulement 4000 tonnes en 2020. Face à cette catastrophe écologique, agricole et sociale, les solutions à proposer ne pouvaient qu'avoir une ampleur internationale. En 1994, la Banque mondiale a proposé aux 5 pays concernés par la zone un programme visant à réhabiliter le lac d'Aral et permettre la détoxification des sols et des cultures alentours. Les solutions recherchées pour cet agroécosystème ont différents buts. Premièrement, il s'agit de permettre aux populations autochtones d'avoir accès à une eau potable et une alimentation non nocive. Il s'agit ensuite, en comprenant le processus de salinisation, de limiter ce phénomène sur l'eau du lac. Il s'agit également de prévenir les cultures des vents toxiques contenant des engrais et produits phytosanitaires. Il faut pour cela appliquer des restrictions sévères quant à l'utilisation de tels produits. En ce qui concerne la ressource eau, il faut proposer un système de culture dans lequel l'irrigation est peu ou pas nécessaire. Si elle l'est, cette dernière doit être raisonnée et économique en eau. Cela permettra d'obtenir la réhabilitation d'une couverture végétale au niveau du lac d'Aral et un retour de la biodiversité. Dans ce cadre de projet financé par la Banque mondiale, un barrage a été construit afin d'élever le niveau de la mer Aral du Nord, permettant ainsi une réintroduction viable d'espèces de poissons disparus jusqu'alors dans le lac et à la reprise de l'activité de la pêche des populations autochtones. D'autre part, selon un modèle de réhabilitation chinois, la première étape peut consister en une réintroduction biologique, la plantation d'herbes et de buissons. En plus de favoriser la biodiversité, ces buissons et arbustes plantés permettront de limiter la vitesse des vents et de limiter le transport du sable salé et contaminé par les produits phytosanitaires. Ensuite, une régulation des terres doit être opérée avec un rapport terre cultivée, forêt bien pensé. On peut également proposer de limiter la capacité de charge du milieu par les animaux, rendant plus durable l'écosystème, et enfin promouvoir une utilisation rationnelle des eaux des nappes phréatiques, de l'irrigation, ainsi que des produits phytosanitaires. Enfin, nous allons aborder un autre modèle en 4 étapes proposé par un article du groupe éditorial Elsevier, qui consiste premièrement en la supposition du futur climat de la zone grâce au modèle de circulation globale, GMC, qui permettront d'anticiper les changements climatiques. L'étape 2 consiste en l'analyse des processus de salinisation qui permettra de comprendre comment la salinité évolue et prend son équilibre dans le lac. Ensuite, il s'agira de mesurer le taux d'évaporation d'eau du lac afin d'en connaître le taux de perte de volume d'eau. Lors de l'étape 3, il s'agira de proposer un modèle de restauration en évaluant la quantité d'eau nécessaire à la réhabilitation du lac. Pour ce faire, il faut prendre en considération les futures préoccupations climatiques, écologiques, démographiques et hydrologiques du lac salé. Enfin, lors de l'étape 4, on s'intéresse aux cultures et à leur conduite technique et notamment en termes de consommation d'eau. Il est intéressant d'étudier les rendements agricoles en fonction de l'irrigation. Cet intérêt pour les cultures alentours est essentiel puisque la cause majeure de la dessiccation des lacs salés est le détournement de l'eau vers les cultures. Il s'agira alors de garantir une irrigation suffisante associée à une élévation du niveau d'eau du lac. En possession de ces informations de quantité d'eau nécessaires, évaluées après des considérations économiques, écologiques et agricoles, les décideurs, qu'ils soient du cadre privé ou des politiciens, posséderont toutes les cartes en main pour permettre la réhabilitation d'un lac salé comme la mer d'Aral.